tout d'abord, bonjour à tous et merci de votre participation à ce premier webinaire info-éducatif organisé par Chopin Technologies. Donc, cette série de webinaires principalement destinée aux meuniers, aux boulangers et plus généralement à l'ensemble des acteurs de la filière blé, farine, pain et a pour ambition de partager avec justement les acteurs de la filière un petit peu le retour d'expérience de Chopin, les connaissances de Chopin pour tout ce qui concerne et les idées éventuellement concernant tout ce qui est le contrôle des farines, des pâtes et des produits céréaliers pour optimiser la qualité, la sélection des différents produits. Donc, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre quelques secondes pour me présenter très rapidement et puis pour vous donner quelques petits consignes pratiques concernant cette présentation. Donc, pour me présenter, je m'appelle Olivier Lebrun, je suis spécialiste produits et applications chez Chopin Technologies, qui, comme vous le savez peut-être, est depuis 6 ans maintenant une des sociétés du groupe KPM Analytics. Concernant les aspects purement pratiques, vous allez avoir la possibilité, la présentation va durer une trentaine de minutes, 30-35 minutes à peu près. Et vous aurez la possibilité de poser les questions directement par écrit durant la présentation. Et puis, à la fin de cette présentation, je ferai la liste, prendrai cette liste de questions et je ferai de mon mieux pour y répondre. Alors, ce que je vais vous demander, c'est, je vais essayer d'activer mon pointeur. Voilà, ça doit fonctionner. C'est d'utiliser prioritairement pour poser vos questions la petite icône, la petite option Q&A plutôt que le chat. C'est beaucoup plus facile pour nous par la suite de pouvoir gérer cette liste par ce moyen-là. À savoir aussi que si jamais il y a beaucoup de questions et que je n'ai pas le temps d'y répondre à toutes en direct, je prendrai le temps d'y répondre par la suite individuellement, directement par mail aux adresses que vous nous avez fournies pour vous inscrire. Savoir aussi, dernière petite en pratique, cette session est enregistrée et l'enregistrement vous sera partagé alors demain ou après-demain, je n'ai pas la date exacte, et vous pourrez avoir ainsi accès à l'ensemble de la présentation. Donc voilà pour le petit préambule. Donc, je vous propose maintenant de passer au contenu lui-même du projet. Et donc, d'essayer de répondre aujourd'hui à la question suivante de comment peut-on réduire mon besoin d'essais de panification. Alors, pour commencer, on va peut-être partir sur quelle est la finalité de fabriquer du pain, des biscuits, des buns. Ce n'est pas de fabriquer du pain pour faire du pain ou du biscuit pour des biscuits, c'est fabriquer du pain pour le besoin et la satisfaction des consommateurs. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que le client soit satisfait et que le petit bonhomme qu'on voit sur la photo, il trouve son beignet tellement délicieux qu'il soit heureux et qu'il demande à son papa et à sa maman de lui racheter le même produit. Je dis bien le même produit, pas un produit qui soit plus beau, plus sain, non, c'est le même, c'est celui-là qui lui plaît. Et si on veut pouvoir lui fournir le même produit, il faut qu'on puisse avoir l'ensemble du processus de fabrication qui soit sous contrôle. Ce que j'appelle le processus de fabrication, c'est à la fois la fabrication du produit lui-même, le buns, le pain ou autre, mais c'est aussi tout le circuit d'approvisionnement, notamment l'approvisionnement en farine. Donc, ça veut dire avoir sous contrôle à la fois la panification, mais aussi le process de mouture. De la même façon, ce que j'entends, pour pouvoir avoir tout ça sous contrôle, il faut qu'on contrôle chacune des étapes, de la sélection de la matière première ou de l'arrivée de la matière première jusqu'aux indicateurs et aux tests libératoires qu'on va pouvoir faire avant d'envoyer le produit chez le client final, en passant par tout ce qui est l'outil de production, donc les appareils à cylindres et les tamis chez le meunier, les pétrins et les fours chez le boulanger, les opérateurs sur ligne de production, en meunerie, les méthodes, donc tout ce qui est diagramme de mouture, les recettes, les processus de fabrication, tout ce qu'on peut imaginer. L'objectif d'aujourd'hui, c'est clairement pas de passer en revue l'ensemble de ces fonctions, c'est réellement de se focaliser sur vraiment la matière première, sur la farine. Et donc, la question qui vient ensuite, c'est de se dire, voilà, c'est vrai de nombreux achats de blé, de farine se font tous les jours et elles sont souvent associées à des demandes d'analyse ou à des essais pour vérifier que la marchandise achetée
vendu, selon où on se situe, répondent bien aux attentes qui sont spécifiées, soit demandées par le vendeur, soit demandées par l'acheteur ou garanties par le vendeur. Et puis, l'idée, c'est de se dire, voilà, si on fait ces tests et qu'il y a bien une raison, et quels sont les enjeux si jamais la farine qui est livrée ne répond pas aux attentes. Les enjeux sont importants et les conséquences le sont de même, c'est-à-dire qu'il y a principalement un fort impact technologique et financier. On peut ainsi imaginer que si je suis un boulanger, j'ai une farine qui m'est livrée qui ne répond pas exactement à mes attentes, ça va se traduire par des difficultés sur ma ligne de production. Et donc, je vais devoir faire une investigation pour comprendre ce qui se passe. Je vais éventuellement devoir apporter une correction, alors sous forme d'améliorant, sous forme d'ajustement de mon procédé de fabrication, dans la mesure où c'est possible. Et tout ça, ça va engendrer des coûts, des délais, des frais supplémentaires. Et puis, il peut peut-être aussi même arriver que dans certains cas, la mise en évidence du problème ne soit pas immédiate et que le temps que je réagisse, je vais avoir une perte de produit, un arrêt de production. Et dans le pire des cas, peut-être même qu'une partie du produit sera déjà partie chez le client s'il y a eu une défaillance quelque part. Et donc, l'image que je vais avoir en tant que producteur auprès de mon consommateur va pas être bonne. Revenir aussi sur un petit point, c'est vrai que je viens d'évoquer le fait que les améliorants pouvaient être une aide pour corriger ou pour améliorer les farines reçues. Mais c'est vrai que la qualité du produit final dépend en grande partie et avant tout de la qualité de la farine elle-même. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir la contrôler, et ce, d'autant plus dans certains secteurs très particuliers ou pour certaines activités plus spécifiques, telles que les cleanables. Ce que j'entends cleanable, c'est toutes les productions qui se font sans additifs, sans sans enzymes et ainsi de suite. Où là, globalement, la farine est vraiment l'élément clé et il y a très peu de moyens de la corriger derrière. Et donc, voilà, si on vient les tests de contrôle de la qualité des farines, les tests de panification, parce qu'il n'en existe pas qu'un seul. C'est vrai qu'au cours de cette présentation, je vais souvent parler de tests de panification, mais ça inclut les tests biscuitiers et tous les tests technologiques sur produits finis. Donc, ces tests de panification sont souvent considérés par le demandeur, celui qui demande à être rassuré sur la qualité de sa farine, comme le juge de paix, comme la solution ultime pour vérifier que la farine répond bien à son besoin. Ce qui fait sens, puisque globalement, un essai de panification, c'est quoi? C'est une production à petite échelle et de façon contrôlée de pain, du produit fini, qui est réalisé dans un laboratoire ou sur une usine pilote. Et donc, en ce faisant, l'utilisateur ou le demandeur de l'analyse va vraiment pouvoir fabriquer son produit, vérifier comment se comporte le produit et être rassuré, voir comment il est à la fin, si le produit correspond bien à son besoin, et puis voir aussi un petit peu comment ça se passe tout au long des étapes, s'il n'y a pas de souci de collant ou de dérive particulière. Donc, c'est vrai que ça plaît beaucoup aux utilisateurs, et ça va dans le sens où on est très proche du produit final qui va fabriquer avec cette farine. Voilà, donc c'est un outil forcément intéressant, mais il faut quand même avoir conscience que malgré cet intérêt, comme tout outil d'analyse, il a un certain nombre de limites. Et pour pouvoir tirer le plein parti de ce test, de ces analyses de panification, d'avoir connaissance de ces limites, c'est un atout supplémentaire. Donc, c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous présenter dans le slide suivant, c'est quelles sont les limites de ces tests de panification. Alors, la première de ces limites, c'est que voilà, on se dit que c'est un test de panification, on reproduit ce qu'on fait sur la ligne de production. Je dirais que ce n'est pas tout à fait vrai. On s'en rapproche, mais il n'existe pas un test pour chaque ligne de production, pour chaque type de pétrin. Et puis, de toute manière, il y a toujours des différences. On n'est pas exactement sur le même pétrin, on n'est pas exactement sur le même four d'eau. On est proche, mais on n'est pas exactement non plus. Donc, il y a quand même toujours ce biais qui existe. L'autre limite importante que je vois au test de panification, c'est quand même un test où il y a une subjectivité élevée et qui est de ce fait relativement imprécis et en tout cas très fortement opérateur dépendant. Ces tests de panification, ils vont être pleinement associés à l'opérateur. C'est en effet le test de panification sont les seuls tests d'analyse sensorielle qui existent, où celui qui va juger le produit fabriqué, c'est aussi celui qui fabrique le produit. Donc, entre guillemets, il est juge et partie. C'est aussi le seul test d'analyse sensorielle où le jury d'évaluation du produit fini se limite à une seule personne. En général, c'est un panel de plusieurs personnes qui est formé et qui permet de faire une moyenne.
Donc voilà, donc ce qu'il y a à voir, c'est vraiment ce test, cette subjectivité, et puis ce fait qu'on est aussi très opérateur dépendant, ce qui veut dire qu'on doit avoir un boulanger expert. Ce n'est pas n'importe quel boulanger qui peut devenir boulanger d'essai. Il doit avoir une formation spéciale, donc c'est quand même un opérateur hautement qualifié. Ce qui veut dire que si jamais un jour il est malade, il n'est pas présent, on ne peut pas le remplacer au pied levé. Si un jour il doit partir pour des raisons diverses, démission, retraite, il va falloir anticiper ce départ. Et puis le jour où il est un petit peu moins bien, un peu fatigué, son jugement peut se sentir altéré. Donc il y a quand même cette notion de subjectivité qui est relativement importante. La troisième limite qu'on peut voir à ces tests de planification, c'est le fait qu'on va voir beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on va voir le produit fini, est-ce qu'il est conforme, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il manque de volume, est-ce qu'il manque de couleur. Donc ça, on va avoir des informations éventuellement sur ce qui se passe durant la fabrication, est-ce que ça colle, est-ce que c'est tenace ou pas tenace. Mais on ne va pas savoir forcément s'il y a un défaut, quelle est l'origine de ce défaut. Typiquement, si on constate qu'à la fin, il y a un volume qui est insuffisant, est-ce que c'est parce que j'ai un réseau de protéines qui est trop faible et que du coup, il s'est effondré au cours de la cuisson, ou au contraire, mon réseau de protéines est trop fort et du coup, je n'ai pas réussi à me développer complètement et à rompre cette contrainte. Donc voilà une des limitations aussi importantes qu'on peut associer à ces tests de panification. Et puis enfin, il y a aussi des contraintes de temps et de matériel. C'est vrai qu'il existe différents tests de planification, mais globalement, ils sont tous longs, voire très longs. On va plutôt compter en heures. Et du coup, ils sont difficilement utilisables dans les cahiers des charges des opérateurs ou de pouvoir faire un contrôle à réception. Ça prendrait trop de temps. Une autre chose aussi, donc, il va aussi en limiter la productivité et le nombre de tests qu'on peut faire par jour et la fréquence à laquelle on peut effectuer ces tests. Et puis, l'autre chose, c'est que ça a utilisé, en comparaison d'un test en laboratoire sur instrumental, on va utiliser beaucoup de matières premières. On va être plutôt sur de l'ordre de 1 à 3 kilos de produits, de farine, là où sur du laboratoire, on est plutôt quelques grammes, voire quelques centaines de grammes. Donc, dans certains cas, cette quantité de matière n'est pas gênante, puisque pour un meunier, je pense qu'en effet, la farine est disponible, mais ce n'est pas forcément le vrai pour tous les acteurs ou tous les utilisateurs de ces tests de panification. Il y a parfois la matière première, notamment en R&D, peut être un frein en quantité de farine, ou lorsqu'on veut tester certains ingrédients un petit peu plus particuliers qui peuvent être coûteux. Donc, voilà un petit peu les différents freins ou les différentes limites. Et l'idée un peu du suite de la présentation, c'est de se dire, OK, à partir de là, comment on peut peut-être optimiser ces tests pour faire en sorte de les utiliser, entre guillemets, à bon escient et juste au meilleur moment ou au moment où on en a vraiment besoin et peut-être pas les utiliser pour tout. Alors, pour ça, on va peut-être commencer à regarder un petit peu les alternatives qui peuvent exister et ce qui se fait sur le terrain. Donc là, ce que je vous ai représenté, c'est sur en gros une enquête qui a été menée auprès des meuniers italiens pour savoir un peu le type d'analyse que leurs clients leur demandaient de façon régulière ou plus ou moins aléatoire. Alors voilà, c'était fait sur les meuniers italiens, mais je pense que beaucoup de ces informations-là seraient complètement transférables en France ou sur la plupart des marchés. Et ce qui ressort, c'est que globalement, systématiquement, ce que l'on va demander aux meuniers, c'est la teneur en protéines, la teneur en sang, le temps de chute d'Agbert et le gluten. Après, il y en a d'autres qui viennent des analyses sanitaires, les impuretés, mais sur l'aspect qualitatif par rapport au produit fini, voilà les principales informations, en tout cas celles qui sont systématiquement demandées. Donc, on peut se dire que finalement, si ces analyses sont systématiquement demandées, c'est certainement qu'elles apportent une information et que les demandeurs estiment qu'en ayant cette information à disposition, il va pouvoir limiter son risque ou en tout cas s'assurer que la farine qui va être livrée va correspondre aux attentes qu'il en a. Globalement, en disant, si on a ces 4 paramètres, je suis à peu près sûr que ma farine va répondre à mon besoin. On va pouvoir essayer de faire peut-être quelques études pour voir si cette assertion est vraiment juste ou pas juste et si vraiment on ne peut pas faire mieux. Alors pour faire ça, ce qu'on a fait, alors on a mené une étude, on va la retrouver souvent, cette étude-là, parce qu'elle va se décliner sous plusieurs formes. Globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait rentrer 150 échantillons de blé qu'on a transformé en farine, donc on va simplifier, 150 échantillons de farine de 14 pays qui viennent de 5 continents. Et puis, on a travaillé ces échantillons, on les a fait analyser sur tout un tas d'appareils de laboratoire, du mixolab, du farinographe, la teneur en eau, la teneur en protéines, et puis aussi par différents tests technologiques, différents tests de panification. Et donc là, je vais prendre l'exemple du Spongendo, donc une méthode américaine pour faire des pains sur sol.
Mais voilà, on pourrait faire tout à fait ce même type de travail sur de la panification française type AFNOR 03716. Et donc là, dans cette première partie de l'étude, on a passé globalement ces 150 échantillons sur de l'infrarouge en IR pour obtenir la teneur en protéines. Et puis, on les a analysés aussi, ce que je vous ai dit, en panification type Spongendo. Et puis, on a regardé le volume obtenu. Et puis, globalement, on a représenté sur ce graphique le volume pour chacun des échantillons, chacun des petits points, le volume qu'on avait en fonction de la protéine, de la teneur en protéines. Et donc, on a regardé dans un premier temps un petit peu la relation qu'il y avait. Et ben, on voit que cette relation, elle n'est pas vraiment évidente, elle est très, très faible. On n'a pas vraiment une vraie tendance, on a plutôt un nuage de points avec une très légère tendance à avoir une augmentation du volume quand la quantité de protéines augmente, mais ce n'est vraiment pas très net. Et puis, on va même se rendre compte, si on va plus loin, voilà, ici qu'on a deux pains qui ont à peu près la même teneur en farine, qui ont à peu près la même teneur en protéines, autour de 11 et quelques pourcents, et qui pourtant présentent des teneurs qui obtiennent des volumes très différents les uns des autres. Donc, il semblerait que déjà une valeur de protéines ne permette pas de garantir un volume. Et à l'opposé, on va se rendre compte, au contraire, ici, on a deux pains qui ont des volumes très similaires, autour de 2100 et quelques centimètres cubes, et qui pourtant ont des teneurs en protéines très différentes. L'un autour de 9 et l'autre plutôt autour de 16-17. Donc, on voit bien que finalement, ce seul critère quantitatif de la protéine est quand même insuffisant pour avoir une bonne vision de ce que va être la qualité de mon produit fini. Et donc, ce n'est pas forcément surprenant parce que globalement, quand on fait une panification, quand on fabrique du pain, du biscuit ou autre, on ne va pas panifier de la protéine ou du gluten, mais on va panifier de la farine, une pâte, donc un système qui est beaucoup plus complexe et qui va construire de la protéine, mais aussi beaucoup d'autres composants avec leur qualité propre et qui vont avoir des interactions entre eux. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est que juste réduire l'analyse ou l'estimation de ce que va être la qualité de mon produit final à partir d'un paramètre quantitatif tel que la protéine est quand même assez limité. Donc, l'idée, c'est de se dire peut-être que si on peut repartir sur des tests plus qualitatifs, on aura une information plus importante et une prédiction, une estimation de la qualité meilleure. Donc, c'est ce qu'on est parti. Et puis, c'est vrai que voilà, on a pris un exemple qui est parmi les plus couramment utilisés, c'est l'analyse farinographe. C'est une des analyses qualitatives les plus fréquemment utilisées sur le terrain, qui est assez simple et qui fournit des résultats tout à fait pertinents. Et donc, quand on fait globalement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange de farine et d'eau qu'on va pétrir et on va mesurer l'évolution de la consistance au cours du pétrissage. Et puis, à partir de là, pouvoir déterminer un certain nombre d'informations, la capacité d'absorption d'eau, le temps de développement, la stabilité, l'affaiblissement. On mesure sur ce type de courbe. Une fois qu'on a eu ces informations, donc on les a passées, je vous l'ai dit, sur nos fameux 150 farines, et on va regarder un petit peu si, en combinant toutes ces informations pour prédire, estimer le volume final du pain, on arrive à avoir une prédiction meilleure que si on n'utilisait que la protéine seule. Donc, on a retracé globalement le même type de graphique, le volume, toujours sur notre panification Spongendo qu'on a vu tout à l'heure. On reprend le volume déterminé lors du test de panification, toujours le même. Et là, le volume qu'on a prédit en combinant les différentes informations par le farinographe. Et on voit qu'on a quand même une prédiction qui est bien meilleure. La tendance est cette fois-ci très nette. On voit bien qu'il y a, quand la prédiction augmente, le volume réel augmente, que les points sont beaucoup moins dispersés, que le nuage est beaucoup plus resserré autour de la bissectrice. Et puis voilà, ceux qui sont un peu habitués, on voit aussi qu'on a vraiment augmenté notre coefficient de corrélation qui est passé de 16,17 à 45. Donc, il y a vraiment l'apport de cette information du test rhéologique a vraiment un vrai plus par rapport à juste la notion de quantité de protéines. La question se pose quand même, voilà, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'on ne pourrait pas encore aller plus loin? Ce qu'on a vu, c'est qu'avec le farinographe, tel qu'on vient de le voir là, par rapport au mode opératoire qui est mis en œuvre, notamment le fait qu'on travaille à 30 degrés, ce qu'on va analyser avant tout, c'est la protéine, la qualité de la protéine. Et ce qu'on a vu, c'est que la farine, c'est de la protéine, c'est du gluten, mais pas que ça. On va aussi avoir des fibres, des enzymes et aussi beaucoup d'amidon. À titre d'idée, l'amidon, c'est 80% de la farine. Donc, peut-être que ça serait intéressant d'aller aussi faire une analyse sur ce paramètre-là, voir ce qu'il peut apporter comme information, et si on n'aurait pas encore moyen d'augmenter la capacité de prédiction, la capacité de voir le potentiel boulanger de notre farine en allant creuser un peu de ce côté-là. Et donc, pour ça, il y a un appareil qui s'appelle le Mixolab qui nous permet d'avoir ce type d'information. Et c'est cet appareil-là que je vais vous présenter en quelques mots maintenant.
d'abord à partir d'une petite vidéo qui va vous décrire le principe. Alors, basiquement, hein, cet appareil, ce Mixolab, c'est un pétrin-enregistreur qui va mesurer l'évolution de la consistance de la pâte au cours du pétrissage, comme on peut voir sur la photo, et des changements de température. Et puis donc, dans une première étape, il va nous donner des informations assez similaires à celles du farinographe sur l'absorption d'eau et sur le comportement de la pâte à 30 degrés. Et puis, au fur et à mesure, on va chauffer, on va avoir du coup des informations plutôt sur le comportement à chaud de la pâte, comment elle va résister notre réseau de protéiques, et avoir du coup une information par rapport au volume final du produit. On va ensuite analyser un petit peu la gélatinisation de notre amidon, ce qui va nous donner une information par rapport à la structure de l'ami final de notre produit, la stabilité à chaud avec l'intervention de tout ce qui est l'activité amylasique qui va nous donner aussi des informations sur le potentiel de couleur de notre produit fini. Et enfin, sur la dernière phase, plutôt ce qui est une notion de rétrogradation. La rétrogradation, c'est basiquement un des éléments qui explique le rassissement du pain et donc sa conservation. Et donc, en 2 mots, plus la rétrogradation est importante, plus la durée de vie du produit, du pain en l'occurrence, sera faible. Donc, je vais reprendre un petit peu, juste pour se reposer un peu, parce que le film allait un petit peu vite, reprendre un peu plus en détail un exemple de résultat qu'on obtient avec le Mixolab, avec un protocole standard, qui est le Chopin Plus. Donc, typiquement, cette analyse se fait sur 5 zones de température. On commence le test à 30 degrés, 7-8 minutes. On va se chauffer ensuite l'ensemble pâte jusqu'à 90 degrés. On va rester là 7 minutes et puis on va redescendre jusqu'à 50 degrés et puis y rester pendant 5 minutes. Et on va obtenir ce type de courbe de consistance donc, qui marque l'évolution de la consistance de la pâte et sur lequel on va pouvoir calquer un certain nombre d'informations. Donc, sur le début de la pâte, c'est ce que je vous disais, on se retrouve avec des informations similaires au farino, style absorption d'eau, effet du pétrissage, donc temps de développement, stabilité. À partir du moment où on va commencer à chauffer notre pâte, on va commencer à pouvoir avoir des informations sur la résistance à la chauffe de notre réseau de protéines. Est-ce qu'elle va être dénaturée rapidement, pas rapidement, fortement, pas fortement, ce qui va quand même nous donner des indications un petit peu sur le comportement à chaud de cette protéine et donc sur la capacité à avoir un volume final important ou non. On va ensuite vous passer en phase de gélatinisation de notre amidon. Donc voilà, un changement d'état, mais qui est lui assez fortement lié aussi avec la texture finale de l'amide, de notre produit, donc qui va pouvoir là aussi, en fonction de ce qu'on va observer, nous fournir une information. Notion après de stabilité à chaud, avec notamment une notion d'activité amylasique. Là aussi, on va pouvoir relier ce qu'on voyait tout à l'heure avec la notion de couleur, notamment du produit fini. Et pour terminer, tout ce qui concerne la rétrogradation, donc et là, on va pouvoir faire un lien un peu plus fort avec tout ce qui est la durée de conservation du produit et les notions de racisme. Donc, on voit bien que là, globalement, on a vraiment, avec une seule analyse, un seul test, déjà une multitude et une mine d'informations beaucoup plus importante. Et puis de voir du coup, d'ailleurs, maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est ce que cette mine d'informations, cette source d'information peut nous amener au niveau de la prédiction ou de l'estimation de la qualité du produit par rapport à l'objectif qu'on en a et au produit qu'on veut fabriquer. Avant d'aller plus là, je voulais juste rajouter aussi, c'est que voilà, ce Mixolab présente un autre intérêt. C'est-à-dire que certains utilisateurs se disent, ben voilà, l'information supplémentaire, tout ce qui concerne l'amidon, l'intégration des protéines, ça m'intéresse énormément. Par contre, moi, je travaille depuis de très nombreuses années avec une référence qui s'appelle le farinographe. Et je ne souhaite pas perdre cette référence lorsque je vais changer d'appareil d'analyse. La bonne nouvelle, c'est que sur le Mixolab, il y a un protocole spécifique qui s'appelle farinographe, qui dure 30 minutes et qui va vous permettre d'obtenir des résultats équivalents en valeur et en unité à ce que vous obtiendriez sur un farinographe. Typiquement, vous avez ce type de courbe-là, donc pour ceux qui connaissent, qui sont assez proches au niveau de l'allure d'un farino, et des valeurs, des paramètres, l'absorption d'eau, temps de développement, stabilité, affaiblissement, qui sont ceux d'un farinographe. Pour vous donner un peu une idée des performances de l'outil, il est important de savoir que ce Mixolab, avec ce protocole Farino, participe au circuit d'intercomparaison du BPA, pour ceux qui connaissent le circuit numéro 25, au même titre que les autres farinographes. C'est-à-dire qu'il va participer de la même façon, en toute transparence, mais de la même façon que les utilisateurs de farinographes, les utilisateurs de Mixolab, et leurs résultats seront intégrés dans le calcul des moyennes et des tolérances. Donc, pour voir un petit peu, nous, quand même, de comment se comportait notre appareil par rapport au farinographe, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les 5 dernières années de circuit et puis on a regardé pour chacun de ces circuits comment se comportait la moyenne des Mixolab par rapport à la moyenne des farinographes pour chacun des paramètres,
absorption d'eau, affaiblissement, stabilité et temps de développement. Et globalement, ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que les deux populations d'appareils réagissent absolument de la même façon. Il n'y a pas possibilité de distinguer une population Farino d'une population Mixolab. Donc, les deux appareils donnent les mêmes résultats. Donc, voilà, ça c'était un petit aparté. Et je vais revenir du coup maintenant sur voilà, pour terminer là-dessus sur le farinographe. C'est que du coup, grâce du fait de la présence de cette option, farinographe, beaucoup de gens, beaucoup d'utilisateurs ont tendance à utiliser le Mixolab uniquement comme un remplaçant ou une alternative au farinographe. Donc, c'est très bien, mais c'est certainement une vision très réductrice et une utilisation très modeste des capacités de l'appareil. Pour ça, on aime bien faire la comparaison un petit peu entre le dernier smartphone que vous avez acheté et puis, vous rappelez-vous, le premier téléphone portable que vous avez eu, qui pouvait ressembler un peu à ça. Et sur votre dernier smartphone, vous pouvez, comme sur votre premier téléphone, continuer à passer des appels. Mais généralement, vous ne faites pas que ça. Vous allez regarder sur Internet, vous allez regarder des films, vous allez suivre vos messageries, vos emails et ainsi de suite. La comparaison est tout à fait valable. C'est-à-dire que si vous utilisez le Mixolab et que vous faites que de vous contenter des données Farino, globalement, vous n'utilisez qu'un tout petit pourcentage du potentiel de l'appareil et vous ne profitez pas de tout ce qui peut vous apporter sur l'information complémentaire au niveau de la dénaturation des protéines et de toute la partie amidon. Donc, voilà un petit peu pour la présentation première approche. Et on va essayer maintenant d'illustrer un petit peu tout ça et de voir comment, à partir de cet appareil, on peut réduire, puisque c'était quand même là le sujet essentiel de la présentation, réduire le nombre de tests de panification. Et donc, le premier cas que je veux vous présenter, concret, c'est celui d'un fabricant français de biscuits qui, à chaque nouvelle récolte, va tester un maximum des blés biscuitiers disponibles en France. Ils ont une difficulté d'approvisionnement, ils ont des exigences assez élevées, donc ils veulent vraiment essayer de couvrir un maximum de possibilités à ce niveau-là. Et donc, ils vont tester sur un laps de temps très court, ils vont tester des centaines d'échantillons sur leur ligne pilote. C'est-à-dire que leur moyen de test, c'est je fais un test biscuitier, je fais du biscuit et je regarde si l'échantillon de farine que je teste répond ou non à mon besoin. En sachant qu'ils ont une contrainte supplémentaire et que la sélection des échantillons de farine est clairement important pour eux, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, ils font partie de ces gens qui travaillent sans additifs. Et donc, la qualité de la farine est réellement primordiale pour eux. Et donc, en faisant tous les ans, ils font au changement de récolte cette petite étude. Et à partir de là, des tests qu'ils obtiennent, ils classent globalement leurs échantillons de farine en 3 catégories. Les bons, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun problème, le résultat du test est concluant, il n'y a pas eu de souci sur la ligne, tout se passe bien, on va l'accepter. Les mauvais, là, c'est même pas la peine qu'ils rentrent sur la ligne de production, on ne pourra rien en faire, donc il est clairement rejeté dès le départ. Et puis, il y a toute une catégorie un petit peu intermédiaire où voilà, il n'est pas parfait, mais on doit pouvoir l'utiliser moyennant quelques ajustements. Donc ça, c'est la situation de départ. Sauf qu'on voit, c'est que ça veut dire une consommation, une réalisation d'un test élevé de nombre d'essais de panification. Et donc, ils ont essayé de trouver une alternative pour non pas supprimer ces tests, qui restent importants pour eux, mais de réduire juste à la juste nécessité. Et donc, pour ça, on a mené avec eux, pendant une année, au changement de collecte, une analyse en parallèle, ligne de fabrication de biscuits, donc la référence, et puis sur l'analyse Mixolab en protocole Chopin. Et donc, tous les échantillons, donc là, une petite partie, ont été passés sur le Mixolab. Et puis, toutes ces analyses, on les a classées aussi par couleur en fonction des résultats qui ont été obtenus sur la ligne biscuit. En gros, en vert, ça, pour le coup, c'était ceux qui n'étaient pas bons. En rouge, les intermédiaires. Et en bleu, ceux qui donnaient des résultats de satisfaction. On a regardé où étaient les zones où on pouvait voir le plus de différences entre les différents groupes. Et puis, on a traduit ça sous cette forme de type de graphique où on va représenter. On va classer nos échantillons en fonction de différents paramètres du Mixolab, qui sont l'hydratation, en gros la quantité d'eau qu'on va mettre pour centrer notre courbe, et puis ce qui va se passer au niveau de cette zone-là. Et on voit qu'on arrive très facilement à classer nos échantillons en 3 catégories, ceux qui vont donner pleinement satisfaction sur la ligne de production, ceux qui vont être vraiment mauvais, qu'on va devoir rejeter, et tous ceux de la partie intermédiaire où là, il y a un doute et on va voir un petit peu, et où du coup, il y aura certainement besoin à ce niveau-là de faire un test
biscuitier de passer sur la ligne pilote pour voir réellement quel est le potentiel de cette analyse. Mais en faisant ça, on se rend bien compte qu'on peut diminuer de moitié globalement le nombre d'essais de panification qu'il faut réaliser. Et donc là, on voit bien qu'il y a une claire synergie entre le matériel de laboratoire, le Mixolab et le test de panification. Globalement, le Mixolab permet de faire un premier screening et puis le test de panification permet de lever le doute sur les échantillons sur lesquels on ne sait pas trop s'ils sont bons ou mauvais et de lever ce doute-là, mais de réduire de façon drastique le nombre d'essais. Le deuxième cas, où là, on va sortir un petit peu, on va chercher à prédire le volume du produit fini à partir de l'analyse sur farine. Et donc pour ça, je reprends sur le dispositif que je vous ai présenté tout à l'heure, de 50 échantillons de blé ou de farine qui viennent des différents continents. Et donc, comme je vous ai dit, on les a analysés dans les laboratoires indépendants sur les différentes méthodes de panification et puis sur tout un tas d'analyses qualitatives, Mixolab, farinographe et autres. Et donc là, ce qu'on va regarder maintenant, on va se focaliser notre attention sur vraiment les résultats qui ont fourni au niveau de la panification Spongendo, dont je vous parlais tout à l'heure, et plus spécifiquement du volume. La méthodologie qu'on a mis là est par le contre totalement transférable à d'autres types de panification, à d'autres paramètres que le volume. Et donc, on va ensuite analyser tous ces échantillons, comme je vous l'ai dit, en méthode officielle Spongendo, donc faire le test de panification et sur Mixolab, et combiner, grâce à un outil d'analyse statistique, toutes les données de la courbe Mixolab pour pouvoir essayer d'en tirer le maximum d'informations et d'en déduire un modèle d'estimation ou de prédiction du volume. Et donc, on a fait la même chose. Je vous remonte là juste le petit graphique que je vous avais montré tout à l'heure sur les résultats sur farinographe. Et on va y remettre en parallèle exactement les mêmes échantillons, mais la prédiction ici obtenue non plus à partir du farinographe, mais ici à partir du Mixolab. Et on voit là encore qu'on a clairement amélioré la corrélation qu'on obtient entre le volume obtenu en panification et l'estimation faite à partir du Mixolab. On voit que notre nuage de points s'est fortement étiré, qu'on s'est rapproché fortement aussi de la référence, qui est la bissectrice. Si on regardait un petit peu plus loin, on voit aussi qu'au niveau des fameux R2 dont je vous ai évoqué tout à l'heure, on est plus élevé sur le Mixolab, donc ce qui veut dire que notre corrélation est beaucoup plus forte. On a diminué de façon significative la différence moyenne d'un échantillon entre la valeur de référence obtenue par panification et l'estimation faite par le Mixolab, de même que la différence maximum entre cette volume réel obtenu en panification et l'estimation faite avec le Mixolab. Et là, ce qu'on va essayer de voir, c'est de se dire maintenant concrètement comment ça peut être utilisé pour un boulanger pour diminuer son nombre d'essais de panification. On va prendre le cas d'un boulanger qui aurait juste pour objectif, lui, il veut sélectionner des échantillons dont il soit sûr qu'une fois qu'il va les panifier, le volume final du pain qu'il va produire sera supérieur ou égal à 2100 cm3. Donc, on va positionner sur ce graphique cette ligne-là. On va se prendre une certaine tolérance, un risque. Alors là, on a pris 100 cm3, mais ce risque est lié un petit peu à la précision de la méthode de panification qu'on a mis en place, la qualité du modèle et puis éventuellement du risque qu'on veut prendre. Donc là, on a pris 100 cm3, ce qui était un bon compromis entre tous ces paramètres. On a tracé les deux limites. On se retrouve maintenant avec 3 zones. Une zone où globalement, ici, toute la zone supérieure, où on est sûr que l'échantillon, quand on le passera sur panification, il aura un volume supérieur à 2100. Je ne sais pas si cet échantillon sera exactement à 2300 ou à 2350, mais il sera en tous les cas supérieur à 2100. Toute cette zone-là, on sait, pareil, au contraire, qu'ils seront toujours inférieurs à 2100, donc on ne pourra pas les utiliser. Et puis, il y a toute une zone là où on est dans cette zone un peu orangée, où là, on a un doute et où pour lever ce doute, il va falloir qu'on fasse le test de panification pour pouvoir trancher. Mais en faisant ça, ça veut dire qu'on a pu diminuer de 60% le nombre de tests de panification ou le nombre d'échantillons à panifier pour pouvoir avoir une réponse, ce qui est quand même non négligeable et un gain de productivité important. À titre de comparaison, si on suit la même démarche sur la prédiction faite à partir du farinographe, on peut aussi diminuer le nombre de tests de panification, mais la diminution est un petit peu moins importante.
on va réduire de 40% simplement nos tests de panification, là où on peut les réduire de 60% sur le MixLab. Voilà, et donc le dernier test, je vais essayer de ne pas prendre trop de retard, que je voulais vous présenter, qu'on sort du cadre un petit peu qu'on a là, mais c'est plutôt de la mise au point d'une recette de muffins, donc de la formulation. L'idée, c'est de pouvoir faire une nouvelle recette de muffins gluten-free et diététique en même temps. Donc ça, c'est une étude qui a été menée en partenariat avec un thésard de l'université anglaise. Alors, il faut que je retrouve le nom parce que la petite fenêtre masse de la London South Bank University. Et donc, il a mené cette étude avec une approche un peu particulière, très originale, pour développer sa formulation. Et donc, globalement, ce qui est fait en 3 étapes, il a fait une première étape. L'idée, c'est de dire, je vais définir une formulation en copiant ce que j'aurais eu avec une farine standard de muffins au niveau rhéologique. Donc, en gros, il a pris une base de recettes de produits sans gluten sur lequel il a enlevé le maximum d'additifs qu'il pouvait. Il a ensuite ajouté différents mélanges de protéines de pois, donc de protéines de pois qui sont connus pour avoir une haute absorption d'eau, puis de protéines de chanvre, donc qui sont connus pour pouvoir développer une sorte de simili-réseau. Et puis ensuite, il va évaluer en même temps, au coup d'après, regarder si l'ajout de gomme et d'amidon est vraiment nécessaire ou pas. Les gommes et les amidons sont souvent utilisés pour améliorer le produit des textures sans gluten, mais ils ont tendance un petit peu à diminuer l'aspect diététique de la formulation. Donc, si on peut s'en passer, ce n'est pas plus mal. Donc voilà, la première étape, on va y revenir tout à l'heure, c'est vraiment de définir la formulation sans faire des tests de panification, mais simplement à partir du MixLab. Une fois qu'il a cette formulation, il va faire le test de panification pour vérifier qu'elle répond bien à ses objectifs. Et dans un troisième temps, il ira vérifier que la recette, le produit qui est fabriqué, est bien de qualité nutritionnelle améliorée et répond bien aux attentes et aux objectifs initiaux qui s'étaient fixés. Et donc, voilà, je vais revenir un petit peu plus en détail sur cette première étape. Et donc, voilà, en copiant le comportement d'une farine standard. Donc, globalement, il a sélectionné une farine de blé classique, avec gluten, qui permet d'obtenir un muffins de qualité. Il l'a passé sur MixLab, en protocole que je vous ai présenté tout à l'heure, je ne sais pas plus, et il a obtenu la courbe jaune. Il a ensuite repris la formule de base du sans gluten, à laquelle il a ajouté 30% de protéines de pois. Il l'a passé sur MixLab et obtenu la courbe bleue. Donc, on voit bien ce que je vous disais tout à l'heure, que le pois absorbe beaucoup, donc on a un coût très élevé, mais que par contre, cette protéine de pois n'est pas très stable au cours du pétrissage et que la consistance diminue rapidement. Il a fait le même, je vais y arriver, il a repris la même démarche, il a repris notre formule de base sans gluten, il y a ajouté 30% de protéines de chanvre, il a passé MixLab et obtenu la courbe verte. Et puis là, on voit que globalement, l'absorption, c'est moins que celle du pois, mais qu'on a une belle stabilité au niveau de notre courbe. Et puis, tout ça, il a fait un essai, de petits calculs, toujours sur MixLab. Et puis, il en a déduit que finalement, la meilleure formulation à ajouter à sa courbe de base, à sa formule classique de base gluten-free, ça serait d'ajouter 80% de chanvre et 20% de pois. Il l'a passé sur le MixLab et obtenu la courbe verte. On se rend compte qu'on n'est en effet pas pile poil calé sur la farine de référence standard de muffins, mais qu'on en est proche et surtout qu'on est très parallèle, c'est-à-dire qu'on a un paramètre ou une évolution qui est similaire ou linéaire et qu'il y a de fortes probabilités qu'on puisse, juste en jouant sur l'hydratation, se rapprocher très fortement de la référence avec gluten. Pour aller plus loin, je vous ai dit, il a quand même voulu regarder un petit peu ce qui se passait si on ajoutait de la gomme xanthane et de l'amidon, pour voir si en ajoutant ces améliorants, ces produits-là, on n'était pas capable de rapprocher notre courbe verte de la courbe jaune. Les essais MixLab ont montré que ça n'avait pas d'effet significatif. Et cette absence d'effet sera confirmée par la suite par le test de panification qu'il fait. Et donc, voilà, ce qu'il a pu faire aussi, c'est qu'une fois qu'il a fait sa formulation, il l'a testé, cette formulation avec 80% de farine de pois et 20% de farine de chanvre, il l'a testé en panification pour faire du muffins.
Et il a démontré, fait par un panel d'analystes au niveau sensoriel, que finalement, ce muffin fait à partir de la formule issue du Mixolab n'avait pas de caractéristiques d'apparence, de goût ou de texture qui soient différentes de la référence avec gluten. Ce qui confirme ce qui est les éléments qui avaient été obtenus à partir des tests Mixolab. Il a ensuite pu vérifier aussi les caractéristiques nutritionnelles, donc montrer que l'ajout de farine de chanvre augmente la teneur en fibres et que grâce à l'absence, le fait qu'on n'ait pas ajouté de gomme xanthane ni d'amidon, on n'a pas non plus détérioré l'indice glycémique. Donc, globalement, on a bien répondu au cahier des charges qui s'était fixé de faire un produit muffin, une recette muffin sans gluten et diététique. Et il a pu le faire en gagnant beaucoup de temps, puisqu'il a limité le nombre d'essais de panification, de fabrication de muffins à son minimum, et puis en gagnant aussi énormément d'échantillons, ce qui était intéressant pour lui, puisque n'étant pas meunier, il n'avait pas forcément des quantités importantes, et que notamment certains des ingrédients qui rentrent dans sa formulation, je pense notamment à la farine de chanvre, sont quand même relativement onéreuses. Donc voilà un petit peu les cas que je voulais vous présenter. Je vais essayer maintenant de synthétiser tout ça en 2-3 mots. Et donc, voilà, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tout ce qui concerne les spécifications qui sont construites généralement pour qualifier la qualité d'une farine sont souvent basées sur à partir du grain, ce qu'on a vu, le taux de protéines, le taux de cendre. On a donc des paramètres principalement quantitatifs et assez peu qualitatifs. Et du coup, on a vu que ces paramètres quantitatifs n'étaient pas forcément très prédictifs. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de protéines, si cette protéine n'est pas de bonne qualité, qu'on va pouvoir faire un pain correct ou un biscuit correct derrière. Et puis, ces tests quantitatifs sont souvent complétés par des tests de panification qui sont performants, pertinents, qui constituent un bon juge de paix, mais qui sont longs et coûteux, qui nécessitent un opérateur fortement qualifié. Donc, si on peut arriver à limiter l'usage de ce test, c'est tout bénéfique. Et donc, l'idée de cette présentation et de ce qu'on vous a présenté, c'est de vous dire qu'il y a peut-être un moyen, en combinant les deux, le test de panification et puis les outils d'analyse qualitative tels que le Mixolab, d'avoir une utilisation optimisée de ces tests de panification pour les utiliser juste au moment où on en a besoin. Et on a vu que par rapport à tous ces tests qualitatifs qui existaient, le Mixolab apparaît vraiment comme une solution la plus pertinente et la plus complète. Alors, ce qu'on a vu, c'est que le farinogramme donnait des résultats intéressants, une bonne information, mais qu'elle était partielle et principalement centrée sur la protéine. Et que le Mixolab permettait vraiment d'avoir une vision beaucoup plus globale et complète, en ayant notamment une information au niveau de ce qui va se passer au moment où on chauffe la protéine et au niveau de ce qui va se passer au niveau de l'amidon. On a vu aussi que globalement, ce Mixolab et cet apport de l'analyse qualitative instrumentale, elle pouvait se faire à toutes les étapes ou à toutes les fonctions de l'entreprise, que ce soit en contrôle qualité, que ce soit en sélection des matières premières ou que ce soit au développement de nouveaux produits. Donc voilà, et donc encore une fois, l'idée ici, ce n'est pas de dire voilà, le Mixolab ou les analyses qualitatives vont remplacer le test de panification, mais bien de dire ils vont pouvoir venir être complémentaires de ces tests de panification et limiter ces tests de panification là où ils sont vraiment importants et là où ils sont vraiment indispensables sur les analyses critiques et pour les vérifications où on en a besoin. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. J'en ai terminé maintenant. J'espère que ça vous a été intéressant, vous sera utile. Et on va essayer de voir s'il y a déjà quelques questions auxquelles on peut répondre. Alors, première question, il y a une différence entre le taux de protéines et le taux de gluten sur la qualité du pain, suivant l'étude italienne. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais voilà, en toute manière, protéines et gluten ne sont pas forcément exactement similaires. C'est-à-dire que le gluten, c'est de la protéine, mais toutes les protéines ne sont pas gluten, et quand on fait un dosage de la protéine, on ne dose pas uniquement le gluten. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais si vous pouvez sinon affiner un peu la question, peut-être que j'aurai plus de facilité à y répondre.
Autre question, est-ce que les résultats Mixolab peuvent nous donner une idée sur l'aspect de mie, c'est-à-dire si la mie est alvéolée et le pain est bien levé ou non? Oui, alors bien sûr, c'est ce qu'on a vu là, c'est que ça demande une étude préliminaire, mais globalement, c'est d'arriver à faire le lien. C'est-à-dire que si vous faites suffisamment d'analyses, vous allez pouvoir mener le même type de comparaison. Ce qu'on a vu, c'est que là, il y avait un lien entre la donnée Mixolab et le volume final du pain. On peut, si au lieu de prendre le volume comme critère, vous prenez la mie et que vous arriviez à qualifier de façon instrumentale et objective la qualité de votre mie, on doit pouvoir construire le même type de relation. Après, est-ce que ce sera aussi performante? Je ne sais pas, ça va vraiment dépendre aussi de la qualité de la réponse même ou de la mesure même de la qualité de votre mie. Troisième question, je n'ai pas compris comment le Mixolab peut nous donner une idée sur la mesure de volume de pain. Alors voilà, il y a plusieurs choses. Le Mixolab, il y a déjà des indicateurs directs. Ce que je vous ai dit, c'est que je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la courbe, peut-être que je peux remonter la présentation. Elle veut bien repartir en arrière. Donc, je vais revenir. En tout cas, sur le point bas, on a vu qu'il y avait un endroit, notamment après la chute de la protéine, où là, il y a déjà un indicateur. Alors, ce n'est pas forcément un indicateur fiable à 100%, mais il y a une étude belge qui avait été menée et qui avait montré que globalement, lorsque il y avait un point, ce fameux point C2 était trop élevé, on avait tendance à avoir des volumes finaux du pain qui étaient trop bas parce que le réseau protéique était trop fort par rapport. En gros, la pâte était tellement ferme, tellement peu extensible que le volume ne pouvait pas augmenter. Donc ça, c'est voilà, il y a quelques indicateurs comme ça sur la courbe qui peuvent vous donner une indication de ce que va être le volume final ou pas, si a priori on a des chances d'avoir un volume intéressant ou pas. Et puis après, une étude plus complète telle que je vous ai présentée sur la prédiction du volume, où là, il y a une étude complète qui est menée sur la panification, où on va développer un modèle d'estimation intégrant plein de paramètres pour pouvoir estimer le volume. Donc là, c'est une analyse statistique des données qui est faite, mais qui peut être transférable à potentiellement tout type de panification. Autre question. Je vois que c'est exposé Android STR. Aurons-nous accès à cet enregistrement? Tout à fait. Ce que je disais au tout début, l'enregistrement vous sera transmis d'ici 2-3 jours, je pense, via l'adresse Internet que vous avez communiquée pour vous enregistrer. Donc, pas de souci, vous pourrez avoir l'enregistrement. Autre question, est-ce que nous pouvons obtenir la qualité de la croûte écaillage? Alors c'est quelque chose qui est des fois plus difficile à évaluer. C'est vrai qu'on a plus de facilité sur des paramètres qui sont facilement mesurables. Alors voilà, je ne vais pas m'avancer. Potentiellement, oui, c'est-à-dire qu'on peut potentiellement mener le même type d'étude. Après, il y a des paramètres qui sont plus facilement accessibles que d'autres. Donc, il faut que ces paramètres soient quand même plus ou moins liés à la consistance de la pâte, parce que ce qu'on mesure sur le Mixolab, c'est classiquement la consistance de la pâte. Donc, mais pourquoi pas, il faudrait mener une étude un peu plus poussée. Autre question, les températures sont-elles paramétrables? Alors, si vous parlez sur le Mixolab de montée et descente en température, oui, elles sont paramétrables, tout à fait. Donc voilà, j'ai plus en tête les exacts, mais je crois qu'on peut monter entre 10 et 90 degrés au niveau de la chauffe du pétrin et sur des plages de temps variables. Autre question, l'activité des enzymes est-elle perçue? Texture croustillant, fondant. Alors, l'activité des enzymes est perçue. Alors, encore une fois, tout dépend de l'enzyme, sous réserve qu'elle ait un impact sur la consistance de la pâte. Si on parle toujours du Mixolab. Globalement, le Mixolab, comme je vous ai dit, son analyse de base, c'est l'évolution de la consistance de la pâte au cours du temps du pétrissage. Donc, si l'enzyme, typiquement les amylases, on les voit très bien puisqu'elles vont avoir commencé à dégrader l'amidon et donc avoir un impact sur la consistance, donc elles seront très facilement perceptibles. Maintenant, s'il y a eu des enzymes qui ont sur un effet un peu plus spécifique, là, il faut regarder au cas par cas.
Les modèles de prédiction déjà développés, volume, seront-ils un jour implémentés sur le soft et mis à disposition de tous les utilisateurs? C'est une bonne question. Donc, il y a une réflexion à jour en ce moment. Donc, je n'ai pas de réponse définitive à vous donner, mais ce n'est pas impossible. Voilà. Voilà tout. Puis Trinex, MixLab Préternité. Tout à fait, je vois que vous êtes connaisseur. Oui, tout à fait. Le Mixolab a été en fait une évolution. Alors, il y a un appareil qui s'appelait en effet le Petrinex dans le nord de la France il y a quelques dizaines d'années et qui était à peu près fonctionnait sur le même principe, sauf qu'il ne refroidissait pas, de ce que je me rappelle. Et il y a une petite société belge qui a repris le concept, qui a développé ce qu'elle appelait le multigraphe il y a 20 ans de cela. Et cette petite société belge était justement pas forcément dimensionnée pour pouvoir commercialiser, rendre complètement fonctionnel, complètement reproductible l'appareil. Donc, elle s'est rapprochée de Chopin pour savoir si on ne voulait pas les aider. Donc, globalement, on a racheté le brevet et on a redéveloppé ou finalisé le multigraphe, mais qui en effet est une paternité très prononcée par rapport au Petrinex. Tout à fait. Voilà. Questions, je pense les avoir à peu près toutes balayées. Donc, ce que je vous propose de toute manière, si jamais il y avait des questions supplémentaires qui arrivaient par la suite, vous avez les coordonnées qui vous sont présentes sur l'écran, soit de façon générique, soit à moi. Et puis, n'hésitez pas du coup à nous contacter et puis on répondra avec plaisir à toutes vos questions qui pourraient venir par la suite. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que c'était encore une fois intéressant. Et donc, les prochaines sessions sont programmées. Alors, il me semble que la prochaine aura lieu fin juin. Elle sera dédiée, si je ne dis pas de bêtises, plutôt sur la notion de SD-matique et d'amidon endommagé. Donc, voilà. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une belle fin de semaine. Et puis, j'espère vous retrouver d'ici un mois et demi pour la prochaine session. Bien à vous. Au revoir.